Vous savez que les amis du château de Pau, qui vont fêter cette année le 70e anniversaire, les amis du château de Pau, depuis 70 ans, publient des bulletins. Alors, il y a des bulletins modestes et puis des bulletins moins modestes. Le dernier, il est sur la table, là-bas. Le château dans ces Pyrénées, que j'ai envoyé tout récemment, que nous avons envoyé tout récemment aux amis du château. Et une série de ces bulletins est consacrée à tous les visiteurs qui se sont déplacés au château de Pau. Alors évidemment, il y en a un nombre considérable. Et il a fallu que je choisisse. Alors pour choisir, j'ai profité de l'occasion qui m'avait été donnée par un de mes amis américains qui s'intéresse beaucoup au début des courses hippiques à Pau et qui m'a envoyé un extrait du Mémorial des Pyrénées du 31 août 1939 et du 1er septembre 1939. Et là, j'ai découvert effectivement que, alors que ça ne figure dans quasiment aucun document officiel, que le prince royal, Ferdinand Philippe d'Orléans, s'était déplacé avec son épouse à l'occasion d'un grand voyage dans le sud-ouest qu'il a fait à cette époque-là, pour venir à Pau et visiter le château de Pau et soigner, en quelque sorte, sa popularité. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était un bon sujet, car il allie évidemment la gloire de ce prince et également la tragédie qui l'a frappé, comme vous allez pouvoir le découvrir à l'âge de 32 ans. Alors, mais avant d'aborder ce point, je voudrais quand même, donc j'avais mis en introduction, parmi les visiteurs illustres qui sont venus à Pau, se recueillir sur la destinée d'Henri IV, le fondateur de la dynastie des Bourbons. Je voulais évoquer avec vous aujourd'hui la visite du prince royal de son épouse, la duchesse d'Orléans, le 31 août 1839. Alors pourquoi aussi cette date? Parce que 1939, ça coïncide avec 1839, parce que ça coïncide évidemment avec la renaissance du château qui a vu naître Henri IV. Alors ce château, ça c'est le château sous la Révolution. Le château est en effet sorti ruiné de la Révolution, et en 1792, vous savez qu'il sert de prison et de casernement pour les troupes. Alors certes, en juillet 1808, Napoléon est de passage à Pau, il fait établir un projet de restauration, mais sans lendemain. 1808, 1810, il a autre chose à faire que de suivre les multiples projets qu'il mène en même temps. Et ce n'est qu'à partir de 1839 que l'on commence à le remettre en état. Donc ça, c'est avant la Révolution. On le voit ici encore sous la Révolution, ou avant, un peu avant la Révolution. Donc vous voyez que le donjon est recouvert d'une toiture, qu'il n'y a qu'une seule tour du côté est, et donc il est assez ramassé, et surtout, il n'a aucun accès sur le côté sud. Et il est, regardez ces lucarnes, elles sont parfaitement dépourvues de décoration. Alors ça, oui, ça c'est encore pire. Et donc on le voit maintenant en 1839, même en 1843. Vous voyez le château en 1843, 4 ans après la visite du prince Ferdinand Philippe d'Orléans. Donc c'est un château quasiment ruiné. Mais l'intérieur est déjà en cours de réfection. C'est assez impressionnant. 1843. Alors ça, c'est une estampe qu'on a failli acheter récemment sur le marché de l'art et qu'on n'a pas pu acquérir, car en ce moment, les prix s'envolent. Sur tous les souvenirs historiques, les prix s'envolent.
Alors, il va redevenir, à partir de 1839, 1840, 1843, un lieu de résidence. Enfin, on commence à le remeubler, à le transformer, et il va redevenir un lieu de résidence, en particulier pour Napoléon III, mais beaucoup plus tard, et Eugénie, mais surtout il va être érigé en symbole de la pérennité de la monarchie française. Alors les deux grandes tranches de travaux, de 1839 à 1852, c'est la construction de la tour Louis-Philippe. La tour Louis-Philippe en pendant à la tour Mazères. Pendant à la tour Mazères, vous voyez, ici c'est la tour Mazères, et on va construire cette deuxième tour que vous voyez lorsque vous êtes dans le parc du château et que vous rentrez vers le château en traversant le pont. Et construction de la tour Louis-Philippe en pendant la tour Mazères et transformation de l'avant-porte en chapelle. La seconde tranche, et qui elle est la plus visible, la seconde tranche, c'est à partir de 1852, de 1852 à 1870, et même un peu après, sous la Troisième République, en 1876, on détruit la chancellerie entre le donjon et la tour Montauset, la chancellerie qui était ici, pour y construire le portique et la tour Napoléon, et on ajoute évidemment des sculptures, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur du château, aux fenêtres, sculptures aux fenêtres et aux lucarnes. Voilà. Alors, je vous montre la photo récente du château de Pau avec la tour Napoléon III, le portique qui a été construit, et voilà. Et là, là c'est l'aspect effectivement dont on hérite au début du siècle, du XXe siècle. Alors, on revient quand même au prince Ferdinand, puisque c'est l'objet de cet exposé aujourd'hui. Et je voudrais l'aborder en trois parties. D'abord, une évocation de la filiation relativement romanesque de ce prince royal. Alors romanesque parce que la branche des Orléans est une branche relativement romanesque, enfin relativement même carrément romanesque. Ensuite, un rappel de son aura et de sa popularité auprès du peuple. Et enfin, un aperçu sur sa mort brutale à 32 ans et le choc médiatique que cela a représenté pour l'opinion française. Alors ça, c'est Philippe Égalité, le père de Louis-Philippe. Alors, d'abord, je vais parler de son père. Son père est né en 1773, Louis-Philippe. Il est né à Paris et il mourra en 1850 à 77 ans en exil en Angleterre. Alors, il est l'arrière-petit-fils d'Henri IV par la filiation suivante. D'abord, le fils aîné d'Henri IV, c'est Louis XIII. Louis XIII a deux fils, le futur Louis XIV, et son petit frère, Philippe, duc d'Orléans, dit Monsieur, frère unique du roi Soleil. Alors, j'ai un peu, vous savez, j'ai une petite tropisme littéraire. J'ai cherché ce que le duc de Saint-Simon disait de Monsieur. Monsieur, c'était un petit homme ventru, monté sur des échasses, tant ses souliers étaient hauts, toujours paré comme une femme, plein de bagues, de bracelets, de pierreries partout, avec une longue perruque, tout étalée en devant, noire et poudrée, et des rubans partout où il pouvait en mettre. Plein de toutes sortes de parfums, et en toute chose la propreté même. On l'accusait de mettre imperceptiblement du rouge. Le nez fort long, la bouche et les yeux beaux, le visage plein mais fort long. Tous ces portraits lui ressemblent. J'étais piqué à le voir qu'il fit souvenir qu'il était fils de Louis XIII, à ceux de ce grand prince, duquel à la valeur près,
Il était complètement dissemblable. Donc, Monsieur et de son second mariage, la princesse Palatine, ils ont un fils qui est Philippe d'Orléans, le neveu de Louis XIV, qui deviendra le régent. Alors ça aussi, c'est un personnage truculent, romanesque, extraordinaire, le régent. Alors le régent, je vous dis, lis ce que dit Saint-Simon, du régent, non pas du régent lui-même, parce que ce serait trop long, mais de son éducation. Le régent. Il parle de l'abbé Dubois, qui l'a éduqué. Il le flatta du côté des mœurs pour le jeter dans la débauche et lui en faire un principe pour se mettre bien dans le monde, jusqu'à mépriser tout devoir et toute bienséance, ce qui le ferait bien plus ménager par le roi qu'une conduite mesurée. Il le flatta du côté de l'esprit, dont il le persuada qu'il en avait trop, et trop bon pour être la dupe de la religion, qui n'était à son avis qu'une invention de politique, et de tous les temps pour faire peur aux esprits ordinaires et retenir les peuples dans la soumission. Il l'infatua encore de son principe favori, que la probité dans les hommes et la vertu dans les femmes ne sont que des chimères, sans réalité dans personne, sinon dans quelques sots, en plus grand nombre, qui se sont laissés imposer ces entraves, comme celles de la religion, qui en sont des dépendances, et pour qui la politique sont du même usage, et fort peu d'autres qui, ayant de l'esprit et de la capacité, se sont laissés raccourcir l'un et l'autre par les préjugés de l'éducation. Voilà un portrait du régent qui est tout à fait symptomatique, enfin qui marque bien son caractère. Alors le régent, il épouse sa cousine Germaine, ça se faisait beaucoup à l'époque, Françoise-Marie, fille de Louis XIV et de la marquise de Montespan. Ils ont 8 enfants, un seul fils, Louis Ier d'Orléans, duc de Chartres, Louis le Pieux. Louis ensuite a un fils qui s'appelle Louis-Philippe d'Orléans, dit le Gros, duc de Montpensier, et ce dernier a un fils encore, Louis-Philippe d'Orléans, futur Philippe Égalité. Voilà, Philippe Égalité, qui est encore un personnage parfaitement romanesque. Philippe Égalité, c'est un prince, c'est le premier prince du sang. Il est grand maître du Grand Orient de France, c'est-à-dire le franc-maçon le plus puissant du royaume à l'époque, enfin du royaume, de la Révolution. Grand maître du Grand Orient de France, député aux États généraux de 1789, puis à la Convention en 1792. Il vote la mort du roi, son cousin, avant d'être jugé par le tribunal révolutionnaire et, tout simplement, guillotiné le 6 novembre 1793. Et c'est le grand-père du prince Ferdinand Philippe. Il a un fils, Louis-Philippe, qui lui-même a une vie extrêmement aventureuse. Alors, évidemment, il a l'air... Alors, vous voyez, ça, c'est le club des Jacobins, dont fait partie Louis-Philippe. Je vais vous montrer, voilà, Louis-Philippe. Il a l'air d'un père tranquille, mais il n'en est absolument pas un. Il entre au club des Jacobins. À 18 ans, il est colonel du 14e régiment de dragons et participe aux batailles de Valmy et Jemmapes, et où il montre un courage physique extraordinaire. La disgrâce et la mort de son père, Philippe Égalité, le force à fuir. Il est de fait exilé pendant 20 ans en Suisse, aux États-Unis. Alors il fait des voyages. Il réside à Cuba, en Sicile, à Palerme, où là, il va séjourner avec sa femme, Amélie de Bourbon, fille du roi Ferdinand Ier de Sicile, et qu'il va épouser. Et à partir de 1800, il s'installe en Angleterre et ne rentre en France qu'après l'abdication de Napoléon en 1814. Et sous le règne de Louis XVIII et de Charles X, c'est un libéral,
opposant discret à la monarchie autoritaire. C'est un homme aussi extrêmement avisé, un redoutable négociateur. Il a reconstitué l'immense fortune des Orléans et se pose en rival des Bourbons, mais évidemment sous le manteau, en faveur d'une monarchie moderne et éclairée. Et c'est à l'issue de l'insurrection de juillet 1830 et après l'abdication de Charles X que la France hésite, comme elle sait le faire, entre la République et une monarchie tempérée, et c'est ainsi que débute le règne de Louis-Philippe, qui durera 18 ans. Alors attendez, j'anticipe, voilà. Ça, c'est Louis-Philippe est porté au pouvoir le 31 juillet 1830. À l'issue des Trois Glorieuses, de la Révolution de juillet, et commence la monarchie de juillet qui va durer 18 ans jusqu'à la Révolution de 48, à l'issue de laquelle le roi citoyen abdique et s'enfuit à nouveau en Angleterre où il retrouve la résidence qui lui avait été prêtée par la reine Victoria, tandis que la Deuxième République est proclamée. Alors je ne vais pas m'étendre sur le règne de ce représentant de la branche cadette des Bourbons, les Orléans, mais il faut rappeler quand même qu'il reste 18 ans à la tête d'un royaume en profonde mutation sociale. Il tente de pacifier une nation divisée, il instaure un régime parlementaire, et par son pragmatisme, il accompagne l'essor économique lié à la révolution industrielle. Alors, effectivement, cette monarchie de juillet fait suite à une monarchie conservatrice de la Restauration. Elle est une monarchie libérale et adaptable, éloignée du pouvoir populaire et des débordements de la République, comme éloignée des abus du pouvoir royal. Et donc le roi est populaire, extrêmement populaire, car sa famille est populaire. En particulier, l'aîné de cette fratrie de 10 enfants, le prince royal, Ferdinand Philippe d'Orléans. Alors, je vais vous montrer quand même la famille, attendez, parce que là, c'est peut-être pas très bien classé. Alors, vous voyez la famille. Donc, c'est une famille avec 5 fils. Voilà, c'est une famille soudée, respectable. On ne connaît pas de liaison scandaleuse à Louis-Philippe. Et sa femme incarne la rigueur de la vie conjugale. Alors, le roi est populaire, donc, et parmi ces 10 enfants, cette fratrie de 10 enfants, le plus populaire, c'est le prince royal Ferdinand Philippe d'Orléans. Le voilà, Ferdinand Philippe d'Orléans. On mesure mal aujourd'hui le rayonnement considérable dont Ferdinand Philippe jouissait en son temps. Et pourtant, effectivement, à sa naissance, le 3 septembre 1810, au palais royal de Palerme, il est le fils de 2 exilés dans une Europe dominée par les Bonaparte et où les membres des dynasties anciennes sont devenus des princes errants. Et le prince Ferdinand est baptisé le jour même de sa naissance et reçoit les prénoms destinés à l'incorporer à un lignage. Ferdinand en l'honneur de son grand-père maternel, le prince Ferdinand de Bourbon-Sicile. Philippe et Louis manifestent la filiation Orléans, tandis que Henri renvoie à Henri IV, ancêtre commun de tous les Bourbons. Alors il reçoit une éducation de prince, évidemment. C'est un excellent cavalier. Il sait manier le sabre à merveille. Il est formé également aux arts. Et ça va devenir très jeune. Il s'intéresse beaucoup aux arts. Il est lui-même peintre, dessinateur. Et également, il a un tropisme littéraire et poétique. Il est l'ami personnel d'Alfred de Musset, de Victor Hugo et d'Alexandre Dumas.
Et c'est un homme qui, très jeune, manifeste un intérêt intellectuel pour les arts, les sciences, les belles lettres. Alors, en même temps, il fréquente, donc il reçoit évidemment, il a un précepteur, on lui apprend beaucoup de choses, mais il fréquente aussi le collège Henri IV, car son père tient à ce qu'il se mesure à l'élite de la nation. Il est également formé au métier des armes, oui, je l'ai dit, au moment des 3 journées révolutionnaires appelées les 3 Glorieuses, il entre à Paris avec son régiment de hussards. Dès l'accession de son père au trône constitutionnel, il est titré duc d'Orléans, prince royal des Français. Il est alors l'héritier du trône, il siège à la Chambre des Pairs, il défend la Constitution. La presse l'encense sous les traits idéaux d'un prince chevalier. Alors, son engagement militaire, il va, évidemment, c'est l'époque où il faut, lorsqu'on est un jeune homme de l'aristocratie, il faut s'illustrer dans le métier des armes, et c'est l'Algérie qui lui permet d'auréoler de gloire, de s'auréoler de gloire. Alors, en Algérie, en particulier, il va prendre part à 2 ou 3 batailles, la bataille du col de Mouzaïa contre Abdelkader. Son frère va aussi s'illustrer, puisque c'est lui qui va prendre la fameuse Smala d'Abdelkader. Alors vous voyez cet homme parfaitement, ce bel officier jeune, grand, svelte, et portant effectivement une auréole, une aura aristocratique magnifique. Et le gouvernement, évidemment, les gouvernements de Louis-Philippe activent la propagande en faveur de son fils. Des tableaux glorieux sont commandés, la bataille de Mazagran, la prise de Médéa, le duc d'Orléans accorde la liberté à 2 prisonniers arabes. Alors, je crois que c'est celui-là. Donc c'est dans un but un peu copié sur la propagande de Napoléon Ier, Napoléon Bonaparte. Ce sont des tableaux de commande. Et parmi les multiples représentations du prince qui nous ont été léguées, c'est celle du colonel des hussards qui prime. Donc bel uniforme, bel et jeune officier, victorieux, héroïque. Et les Français semblent attachés à cette image, des médailles circulent, mais le prince est effectivement un grand communicant. Cependant, on pense que Ferdinand semble avoir conscience de la fragilité de sa position et de la stabilité du trône. Et peu après l'attentat de Fieschi, on reparlera. Alors l'attentat de Fieschi, c'est un des multiples attentats perpétrés contre Louis-Philippe, mais celui-là, évidemment, rate aussi sa cible, mais c'est un attentat très meurtrier, une machine infernale qui tue à peu près 25 personnes dans des conditions atroces. Et après l'attentat de Fieschi, il soigne son image d'ami du peuple, il rend visite aux malades du choléra, il est généreux avec les artistes, attentionné à l'égard de ses soldats, il dit « il faut faire autre chose que toujours commander, il faut se faire aimer ». Intéressant. Il semble aussi être à l'écoute des gens et n'hésite pas à aller à la rencontre des Français pour connaître l'opinion du peuple. Il effectue de nombreux voyages, et alors c'est dans ce cadre que la visite à Pau a lieu. Alors ça, c'est Marie-Émilie. Oui, on en reparlera. Des voyages, une des étapes d'un grand voyage dans le sud-ouest dont il s'intéresse, où il s'intéresse à tout, y compris à la situation du protestantisme. Il faut dire que sa femme est protestante. Sa femme est la fille du grand-duc de Mecklembourg, et elle est luthérienne. Voici le rapport du mémorial des Pyrénées sur l'attitude du prince. Alors, la visite que leurs Altesses royales viennent de faire dans nos contrées établit un lien de plus entre notre auguste dynastie. Alors ça, c'est le mémorial des Pyrénées que je vous lis ce que dit le journal de l'époque. Pas le journal télévisé, mais le journal.
auguste dynastie des populations du Béarn. Tous ceux qui ont eu le bonheur d'approcher de la duchesse d'Orléans ont pu répéter combien est douce l'affabilité de cette princesse et combien la bonté et sa conversation sont affectueuses. Toutes les réponses du prince aux autorités, les entretiens particuliers qu'il s'est fait un plaisir de provoquer partout, ont montré en lui ce ton exquis de bienveillance et de cordialité, cet abandon chaleureux qui attire les plus indifférents, rallie les plus prévenus et confond les plus hostiles. L'universalité de ses connaissances, là on parle du prince, sa facilité d'élocution, l'à propos toujours juste et convenable de ses réponses, sont et seront longtemps un sujet d'étonnement pour nous tous qui en avons été les témoins. Chacun a vu avec quel soin le prince s'est enquis de tous les besoins de nos contrées, avec quelle franchise il a sollicité des explications sur notre agriculture, nos ressources commerciales, nos débouchés, notre industrie. Il y a dans ce fait quelque chose d'un haut enseignement. Ce ne sont plus là de ces voyages d'agrément comme en faisaient jadis les princes. C'est un fils de roi qui, avant de devenir roi lui-même, veut ne devoir qu'à ses qualités personnelles l'amour de son peuple et cherche par tous les moyens à connaître la France pour mieux rassurer un jour son bonheur. Alors, son aura matrimoniale aussi est excellente. L'époque romantique, on le sait, est très attachée à la respectabilité de la vie domestique. Le duc d'Orléans sait sur ce point, et sur ce point, il est bien averti par son père et sa mère, Marie-Amélie, voilà, la reine, Marie-Amélie, qui incarne l'idéal de la conjugalité équilibrée, heureuse et féconde. Il sait donc que les scandales de la vie privée sont interprétés politiquement comme une incapacité à mener avec honnêteté les affaires publiques. Il faut donc au prince royal un foyer stable et une descendance pour la continuité de la monarchie en France. Alors le prince a 25 ans, son père veut absolument lui trouver une princesse digne de son rang, facilitant sa politique étrangère. Alors c'est une affaire qui va durer un certain temps, tout le monde s'en mêle, Metternich, Talleyrand, etc. Il y a des tas de gens qui donnent leur avis, parce que, effectivement, marier le prince royal, c'est faire acte de politique étrangère. C'est très, très important. Et c'est une affaire qui agite bien des diplomates et à laquelle les plus hauts dignitaires de l'État s'intéressent. Le choix finit par tomber, mais un peu par défaut, sur Hélène de Mecklembourg-Schwerin, fille du grand-duc allemand du même nom. C'est un choix par défaut, car elle est luthérienne et d'une famille convenable, mais sans éclat, aurait dit Louis-Philippe. De cette union, que les Français voient avec les yeux doux, naîtront deux garçons, Philippe d'Orléans, comtesse de Paris, qui épouse sa cousine. Alors attendez, je vais vous montrer le portrait de la princesse quand même. Elle est assez mignonne, voilà. Hélène de Mecklembourg-Schwerin. Très romantique, hein, très romantique. On est en pleine époque romantique, c'est un très très beau portrait. Avec son enfant, avec le duc de Chartres dans la main, dans les bras. De cette union, donc, naîtront deux garçons, Philippe d'Orléans, comte de Paris, qui épouse sa cousine germaine Marie-Isabelle d'Orléans, fille du duc de Montpensier Robert d'Orléans, et le deuxième fils, c'est Robert d'Orléans, duc de Chartres, qui épouse sa cousine germaine, Françoise d'Orléans, prince de Joinville. À l'époque, on n'allait pas chercher sur un autre continent, comme on le fait aujourd'hui. Comment? On prenait la cousine germaine, c'était plus facile et ça permettait de consolider les patrimoines. La princesse est encensée partout où elle passe, et à Pau, un bal est donné. Voici ce qu'en dit le mémorial. Une foule immense remplissait toutes les avenues de la halle, dont le bâtiment était à l'extérieur, illuminé de la manière la plus brillante. L'intérieur de ce majestueux édifice resplendissait des clartés les plus vives. C'était un coup d'œil éblouissant et d'une animation difficile à rendre, que les flots de peuple qui se pressaient dans la partie inférieure de cette vaste enceinte, et que les acclamations électriques
partit spontanément de toutes les bouches à la vue de l'auguste couple. Vous voyez, c'est autre chose que la presse actuelle, quoi. Alors, deuxième partie, évidemment, c'est la mort du prince royal, un choc médiatique. Le 13 juillet 1842, le prince royal est victime d'un accident. Alors c'est le temps de l'attraction hippomobile, on ne parlait pas d'un accident de la route, c'en est pourtant un, comparable à celui de la princesse de Galles, en 1997, sous le pont de l'Alma. Le prince est sur la route de Neuilly, alors à Neuilly où le couple royal habitait l'été au château de Neuilly. Ce château n'existe plus aujourd'hui, il a été presque rasé, il reste juste une aile. Le château de Neuilly était situé au centre du parc de Neuilly, qui faisait à peu près 170 hectares, et c'était un palais absolument magnifique à 6 ou 7 kilomètres, même pas, non, que dis-je, à 3 kilomètres de l'Arc de Triomphe, et à 6 ou 7 kilomètres du palais royal. Donc c'était voilà. Donc le prince est sur la route de Neuilly, dans son cabriolet. Il est en uniforme parce qu'il va ensuite à Saint-Omer, où il va rejoindre son régiment. Alors, il est en cabriolet. Le journal Le Globe raconte. Alors, il est en cabriolet. Alors ça, c'est un cabriolet qui est attelé, dit, à la Daumont. Alors, un cabriolet, c'est une voiture légère, avec 4 roues, hein, c'est pas 2 roues, une voiture légère, et qui est conduite soit à la demi-Daumont avec 2 chevaux, soit à la Daumont avec 4 chevaux. Aujourd'hui, quand vous voyez la reine d'Angleterre défiler devant Buckingham Palace, elle est attelée à la Daumont, c'est-à-dire qu'elle a 4 chevaux, généralement 4 chevaux gris. Et le cocher, vous remarquez que le cocher n'est pas dans la voiture, il est sur le cheval. Et alors, vous savez tous que les chevaux, entre eux, s'auto-excitent. Alors, c'est une voiture qui pèse 250 kg maximum, ou peut-être 300 kg, et les 2 chevaux ou 4 chevaux, ça a une puissance extraordinaire. Donc c'est une voiture légère, il faut faire vraiment très attention, et il faut un cocher très attentif, et un enrainement qui permet aux chevaux de s'arrêter, parce qu'ils s'auto-stimulent eux-mêmes. Alors le journal Le Globe relate. Le prince avait voulu aller à Neuilly seul. Il était dans une voiture basse et légère à 4 roues, dite demi-Daumont, dont il avait l'habitude de se servir dans ses petits voyages. Il est accompagné d'un homme de suite et d'un postillon. Donc ça, c'est un postillon et un homme de suite. Généralement, effectivement, on est accompagné d'un homme à cheval, ce qui permet de retenir les chevaux éventuellement. Tandis que l'attelage se rapproche du parc de Neuilly, le prince s'aperçoit que son cocher n'est plus maître de ses chevaux. Il y a en cet endroit des fossés assez profonds qui rendent tout accident de voiture dangereux, et comme les chevaux étaient conduits par un jeune postillon, monsieur le duc d'Orléans s'est levé, debout dans sa voiture, pour lui donner quelques conseils. On ne sait pas ensuite si Ferdinand, voyant que le danger devenait bien réel, décide de sauter, ou si un choc le projette hors de sa voiture, toujours est-il qu'il tombe à pleine poitrine sur les roues, avant d'aller donner de la tête sur le pavé. L'attelage emballé est stoppé au bout de la route. On se précipite et la Gazette raconte « Le prince avait perdu connaissance et il n'a rien répondu aux cris de ses serviteurs. Resté évanoui sur la route, il est transporté dans la maison la plus voisine, occupée par un épicier. La reine Marie-Amélie, puis le roi, Louis-Philippe, et leur fils, Aumale et Montpensier, la duchesse de Nemours et la princesse Clémentine, se rendent auprès du blessé, allongé, gisant sur un mauvais fauteuil dans la cuisine de l'épicier. Le duc d'Orléans avait les yeux ouverts, le regard fixe, mais il ne parlait pas. Lorsqu'il reconnaît les siens, de grosses larmes s'échappent des yeux vitreux du prince. Alors, voici la chute mortelle du prince royal, selon une estampe de l'époque. On voit l'épicier qui sort de sa boutique, on voit le prince, et voilà, c'est affreux. Les yeux vitreux du prince, toujours incapable
toujours incapable de proférer un son. Il meurt quelques instants plus tard. C'est ainsi que s'éteint brutalement, selon le journal des débats, le meilleur des fils, le plus tendre des époux, le frère le plus affectueux, l'ami le plus sincère et le plus dévoué. Victor Hugo décrit la scène. Hier, dans son style inimitable, hier 13 juillet 1842, Monsieur le duc d'Orléans est mort par accident. Pour le duc d'Orléans mourant, on jeta en hâte quelques matelas à terre et on fit le chevet d'une vieille chaise fauteuil de paille qu'on renversa. Un poêle délabré était derrière la tête du prince. Des casseroles et des marmites et des poteries grossières garnissaient quelques planches le long du mur. De grandes cisailles d'émondeurs, un fusil de chasse, quelques images coloriées à-dessous, clouées à 4 clous, représentant un portrait de Napoléon et un portrait de Louis-Philippe en colonel général de hussards, complétaient la décoration de la muraille. Le pavé était un carreau de briques rouges non peintes, 2 vieux bahuts armoires, étayaient à gauche le lit de mort du prince. Alors cette description d'Hugo, évidemment, fait de l'événement une méditation sur la destinée des grands qui meurent dans une maison du peuple. Et elle préfigure évidemment la verve poétique du Hugo des Châtiments lorsqu'en 1852, il écrit le poème le plus poignant de la littérature française, Le souvenir de la nuit du 4. Alors je ne peux pas, il faut que je vous le lise. Vous permettez ? Vous permettez ? Souvenir de la nuit du 4. Alors, la nuit du 4, c'est après le 2 décembre 52, donc c'est la prise du pouvoir violente par Napoléon III, et qui va susciter l'indignation de Hugo, à tel point qu'il va être obligé de s'exiler, et à la suite duquel il va écrire Les Châtiments. L'enfant avait reçu 2 balles dans la tête. Le logis était propre, humble, paisible, honnête. On voyait un rameau béni sur un portrait. Une vieille grand-mère était là, qui pleurait. Nous le déshabillions en silence. Sa bouche pâle s'ouvrait. La mort noyait son œil farouche. Ses bras pendants semblaient demander des appuis. Il avait dans sa poche une toupie en buis. On pouvait mettre un doigt dans les trous de ses plaies. Avez-vous vu saigner la mûre dans les haies ? Son crâne était ouvert comme un bois qui se fend. L'aïeul regarda déshabiller l'enfant, disant « Comme il est blanc, approchez donc la lampe. Dieu, ses pauvres cheveux sont collés sur sa tempe. » Et quand ce fut fini, le prit sur ses genoux, la nuit était lugubre, on entendait des coups de fusil dans la rue, où l'on tuait d'autres. Il faut ensevelir l'enfant, dirent les nôtres. Et l'on prit un drap blanc. Dans l'armoire ennoyée, l'aïeul, cependant, s'approchait du foyer, comme pour réchauffer ses membres déjà roides. Hélas, ce que la mort touche de ses mains froides ne se réchauffe plus au foyer d'ici-bas. Elle pencha la tête et lui tira ses bas. Et dans ses vieilles mains prit les pieds du cadavre. Est-ce que ce n'est pas là une chose qui navre ? Cria-t-elle. Monsieur, il n'avait pas 8 ans. Ses maîtres, il allait en classe, étaient contents, monsieur. Quand il fallait que je fisse une lettre, c'est lui qui l'écrivait. Est-ce qu'on va se mettre à tuer les enfants maintenant ? Ah, mon Dieu, on est donc des brigands. Je vous demande un peu, il jouait ce matin, là, devant la fenêtre. Dire qu'ils m'ont tué, ce pauvre petit être. Il passait dans la rue, ils ont tiré dessus, monsieur. Il était bon et doux comme un Jésus. Moi, je suis vieille. Il est tout simple que je parte. Cela n'aurait rien fait à monsieur Bonaparte, de me tuer au lieu de tuer mon enfant. Elle s'interrompit, les sanglots l'étouffant, puis elle dit, et tous pleuraient près de l'aïeul, « Que vais-je devenir à présent toute seule ? Expliquez-moi cela, vous autres, aujourd'hui. Hélas, je n'avais plus de sa mère que lui. Pourquoi l'a-t-on tué ? Je veux qu'on me l'explique. L'enfant n'a pas crié « Vive la République !»
Nous nous taisions debout et graves, chapeau bas, tremblants devant ce deuil qu'on ne console pas. Mais non, vous ne compreniez rien, mère. La politique, monsieur Napoléon, c'est son nom authentique, et pauvre, et même prince. Il aime les palais, il lui convient d'avoir des chevaux, des valets, de l'argent pour son jeu, sa table, son alcôve, ses chasses. Par la même occasion, il sauve la famille, l'église et la société. Il veut avoir Saint-Cloud plein de roses l'été, où viendront l'adorer les préfets et les maires. C'est pour cela qu'il faut que les vieilles grand-mères, de leurs pauvres doigts gris que fait trembler le temps, cousent dans le linceul des enfants de 7 ans. Excusez-moi, c'est toujours un poème qui me bouleverse. Alors, à la description hugolienne fait écho la poésie d'un ami de jeunesse de Ferdinand, Alfred de Musset, son condisciple au collège Henri IV, et invité des goûters de Neuilly. Ferdinand et Musset étaient de vrais amis. Dans les stances qu'il écrit, intitulées Le 13 juillet, il peint le prince royal comme faisant partie des siens, enfin faisant partie de la génération romantique. C'est un frère. Donc je vous lis Alfred de Musset. Ce fut un triste jour, quand sur une civière cette mort sans raison vint nous épouvanter. Ce fut un triste aspect, quand la nef séculaire se para de son deuil, comme pour le fêter. Nous nous tûmes alors, nous, ses amis d'enfance, tandis qu'il cheminait vers le sombre caveau. Nous suivions le cercueil en pensant au berceau. Nos pleurs que nous cachions n'avaient pas d'éloquence, et son ombre peut-être entendit le silence qui se fit dans nos cœurs autour de son tombeau. Ferdinand est un protecteur des romantiques, donc Alexandre Dumas, je vous en ai parlé. Il raconte dans ses mémoires, le prince racontait admirablement bien, il avait l'éloquence de la conversation, si cela se peut dire au plus haut degré. Enfin, il savait s'interrompre pour écouter, chose si rare chez tous les hommes, qu'elle devient merveilleuse chez un prince. Il y avait dans la voix du duc d'Orléans, dans son sourire, dans son regard, un charme magnétique qui fascinait. Dans quelques dispositions d'esprit qu'on eût abordé le prince, il était impossible de le quitter sans être entièrement subjugué par lui. Était-ce son esprit, était-ce son cœur qui vous séduisait? C'était son cœur et son esprit, car son esprit, presque toujours, était dans son cœur. Voilà ce que disait Alexandre Dumas. Car évidemment, on gouverne avec le peuple, mais on gouverne aussi avec les intellectuels, quoi. Il avait le contact avec les intellectuels, il avait un peu le contact avec le peuple, et ça a été certainement pour le régime, pour la monarchie, une perte considérable, car le prince aurait pu certainement conseiller son père et peut-être l'amener à abdiquer en sa faveur avant que les choses ne tournent mal, c'est-à-dire l'avènement de la Seconde République, qui ensuite va mener au Second Empire, etc., et ensuite à la défaite de Sedan, etc. Et donc là, pour conclure, je vais vous lire, je vais faire un peu d'Uchronie. Alors, rassurez-vous, c'est pas une maladie transmissible, hein. L'Uchronie consiste à élaborer, échafauder, grâce à son imagination et à partir de faits qui peut-être n'auraient pas eu lieu, de refaire l'histoire à partir, par exemple, on parle de l'Uchronie, de la mort de Ferdinand Philippe. Si Ferdinand Philippe n'était pas mort, que se serait-il passé? Et là, je vous donne lecture, parce que moi, j'ai essayé de le faire, mais c'était plat, c'était pas très bien.
Et là, j'ai demandé à Adrien Goetz de l'Institut, qui est membre de l'Académie des Beaux-Arts, enfin, je ne lui ai pas demandé d'ailleurs, j'espère qu'il me pardonnera de le lire. Il a écrit quelque chose qui figure dans un magnifique ouvrage dont je me suis très largement inspiré pour faire cet exposé, qui est édité édité par le musée Ingres-Bourdelle de Montauban, un ouvrage magnifique où la part évidemment belle est faite à Ferdinand Philippe en tant que mécène. Ferdinand Philippe avait une collection personnelle d'œuvres d'art, etc., qui sont ensuite retournées dans les musées. Et donc, Adrien Goetz, que serait-il advenu de la France et du monde si le duc d'Orléans n'était pas mort en 1842 ? Né en 1810, ce prince célébré par les écrivains aurait pu vivre au moins jusqu'en 1880, après un règne de plus de 30 ans qui aurait sans doute commencé à l'abdication de son père en 1848. En 1848, Ferdinand se serait imposé comme le sauveur de la monarchie, en apparaissant face au peuple qui se ruait sur les Tuileries, entouré de Thiers, de Rémusat, de Victor Hugo, dans la salle du trône que menaçaient les émeutiers. Flaubert aurait fait de cette scène glorieuse le morceau de bravoure de l'éducation sentimentale. Le prince se serait écrié alors « La jeune garde est là, elle sera le rempart de la liberté ». Tandis que ses parents prenaient une retraite discrète à Palerme et que Guizot, furieux, s'exilait à Guernesey, rédigeait un pamphlet trop long et un peu ennuyeux intitulé « Ferdinand le Petit », qui file en feu. La suite est facile à imaginer. Plébiscité lors du très audacieux premier scrutin au suffrage universel qui ratifia la nouvelle charte en 1849, Ferdinand commença son règne dans l'euphorie. Il prêta faire serment devant les chambres. La reine Hélène et lui donnèrent 11 enfants à la France. Le règne des artistes commença. Bari peupla d'animaux de bronze colossaux les barrières de Paris, qui devinrent des places à mesure que s'abaissaient les fortifications. Decamps peignit sa Sixtine, le plafond de la Grande Galerie du Louvre, illustrant les poèmes de la légende des siècles. Daumier fut le premier caricaturiste élu, non sans quelques grincements de dents, à l'Académie des Beaux-Arts. Le même jour que le photographe Disdéry, Rambuteau continua les embellissements de Paris, mais en lui conservant son âme médiévale, avec les conseils de Hugo. Ils dessinèrent avec le roi, qui y travaillait en personne, un entrelac de petites rues saines et lumineuses, ponctuées de jardins et de squares ornés de fontaines et de fabriques néogothiques. Le grand préfet du règne Haussmann, condisciple du souverain au temps du collège Henri IV, entreprit de donner une grande allure moderne à la seconde capitale, Alger, percée d'avenues majestueuses. Voilà. Etc., etc. Voilà, alors j'espère vous avoir diverti. Ah oui, alors donc ça c'est le cénotaphe de la mort de Ferdinand Philippe, fin du diaporama. Voilà. Je vous repasse le diaporama. Alors ça c'est la reine Marie-Amélie, c'est la dernière reine de France, à la fin de sa vie. À la fin de sa vie en Angleterre. Voilà. Alors c'est elle qui a retrempé de manière agréable le sang des Orléans, qui avait tendance à s'empâter. Et grâce à la fille du roi de Bourbon-Sicile, voilà, elle a redonné un gène assez altier, magnifique, fin, etc. D'ailleurs, tous ses enfants sont extrêmement réussis, quoi. Voilà le prince. Eh bien, je vous remercie de votre attention.